Bonjour, je m'appelle Zoé Hilderian, je vais parler de la question du groupe 11. Un homme de 50 ans arrive aux urgences. Il est victime d'un accident vasculaire cérébral ou AVC. On pourrait supposer que cet homme avait un déficit mitral qui a résulté en une stagnation de sang dans l'oreille droite pour ensuite former un thrombus qui va alors se détacher et former un embole. Nous pouvons suivre le trajet de l'embole. Il va commencer sa course dans l'oreillette gauche pour aller dans l'aorte et sortir à la première sortie, qui est le tronc artériel brachiocéphalique, qui est à droite. Il va ensuite aller dans la carotide commune, puis dans la carotide interne droite pour finir dans l'artère cérébrale moyenne. L'hormone s'est en fait balader dans des artères de plus en plus petites pour finalement aller se coincer dans l'une d'elles. Ce blocage résulte en ischémie du territoire que l'artère irrigue. Comme la plupart des AVC, l'artère bouchée est l'artère cérébrale moyenne, qu'on appelle aussi l'artère sylvienne. Elle est bouchée le plus souvent car son orientation en ligne droite, avec l'artère carotide interne, est plus favorable que l'orientation en perpendiculaire des artères cérébrales antérieures ou postérieures. Donc, l'embole suit la voie la plus facile. L'artère sylvienne pénètre dans la scissure de Sylvius. Ces différentes branches permettent d'irriguer une partie de la face externe de l'hémisphère cérébral, qui comprend la partie externe de la circonvolution frontale ascendante, où se situe l'aire motrice primaire. Ces branches irriguent aussi la troisième circonvolution frontale. Suite à l'embole à ce niveau, le territoire va devenir ischémique et se nécroser. La nécrose de ces territoires corticaux aura pour conséquence une parésie brachiocéphalique spastique. Les fibres issues de la zone corticale motrice traversent le centre ovale et s'engagent via la corona radiata dans la capsule interne, puis ils descendent dans la partie antérieure du pont. Elles se regroupent ensuite en un faisceau compact dans le bulbe antérieur et constituent ainsi la pyramide. Il y a le faisceau pyramidal croisé ou indirect, où il y a une décussation au niveau du pont. C'est dans 89% des cas. Les fibres du membre inférieur y sont disposées latéralement et celles du bras médialement. Il y a une projection de la corne antérieure du même côté. Il y a aussi le faisceau pyramidal direct, où il n'y a pas de décussation, et c'est dans 10 à 20% des cas. Il croise la ligne médiale dans la moelle approximativement au niveau de la cible pour se projeter sur la corne antérieure du côté opposé. Une atteinte de la voie pyramidale provoque une paralysie dont la topographie peut localiser la lésion. La lésion du gyrus précentral ou faisceau pyramidal au-dessus de la décussation sera suivie de paralysie sur la moitié opposée du corps. Pour expliquer pourquoi cette parésie est d'origine brachiocéphalique, on parle de l'homunculus moteur de Penfield. Il décrit la somatotopie du cortex moteur primaire. Sur ce schéma, on observe que la zone inférieure et latérale du cortex correspond au territoire brachiocéphalique qui est nécrosé dans ce cas-ci. Les motoneurones alpha de la moelle sont sous contrôle de plusieurs voies issues des neurones supraspinaux. Dans ce cas, il s'agit surtout de la voie pyramidale, puisque le problème se situe au niveau du cortex moteur. Lors d'une ischémie du cortex moteur, les voies environnantes vont disparaître, entraînant une série de conséquences, dont l'apparition de spasmes. Les spasmes, suite à une ischémie du cortex moteur, apparaissent parce qu'il y a une perte de voie descendante. En effet, les motoneurones alpha seront influencés surtout par les tendons et les faisceaux musculaires. La boucle réflexe monosynaptique fera en sorte que le motoneurone sera excité par l'extension du muscle correspondant. De plus, il est important de noter que les faisceaux musculaires ne réagissent uniquement lors d'une extension lente ou persistante. Ainsi, seules ces dernières causeront des spasmes. En ce qui concerne le traitement, la toxine botulique inhibe la libération présynaptique d'acétylcholine dans la plaque neuromotrice. Elle provoque une paralysie flasque en bloquant la transmission du signal. En effet, parce qu'en bloquant le complexe nerf permettant la fusion des vésicules d'acétylcholine avec la membrane présynaptique, les récepteurs postsynaptiques restent libres et la contraction n'a pas lieu. Le baclofen, un dérivé du GABA, agit au niveau de la moelle épinière comme agoniste du récepteur GABA en inhibant les réflexes mono- et polysynaptiques. Ainsi, la combinaison des deux favorisera la relaxation des muscles squelettiques. Donc voici mon schéma. Donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on part d'une sténose mitrale pour arriver à un thrombus qui va se transformer en embole pour arriver dans l'artère sylvienne. Puis il y aura un infarcissement du cortex moteur gauche qui va causer la parésie brachiocéphalique et donc les problèmes moteurs au niveau de la face et du membre supérieur droit et la spasticité.
elle apparaît ici, je me suis trompée dans mon schéma. Et en ce qui concerne la vulgarisation de ce schéma, on peut dire au patient qu'il y a un caillot qui s'est formé dans son corps, qui ensuite, via ses vaisseaux sanguins, allé jusque dans son cerveau. Et dans son cerveau, ce caillot va boucher une artère. Et si celle-ci est bouchée, ça va tuer ce qu'elle nourrissait. Et donc, ça a tué ses fonctions motrices du côté droit de son visage et de son long supérieur droit. Voilà.